Le concept de sleeper, ça vous parle? Pour les moins jacquis d'entre nous, le sleeper c'est un style de tuning automobile qui consiste à augmenter les performances de sa voiture sans rien laisser paraître visuellement. D'où le terme sleeper pour endormi. On pense avoir un vieux break familial à côté de nous au feu rouge alors qu'en fait il a 1000 chevaux sous le capot. Et mais c'est quoi le rapport avec la vidéo là? Et bah justement c'est un concept qu'on retrouve maintenant dans différents domaines pour différentes créations. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de suivre avec moi la création d'un serveur NAS sleeper. Qui est autrement un serveur NAS avec des composants informatiques récents et performants, le tout dans un vieux boîtier de PC jauni des années 90. Au programme de la vidéo, c'est quoi un serveur NAS et pourquoi j'en ai besoin, présentation des composants et fabrication jusqu'au résultat final. Bonjour à tous et bienvenue sur Écolage c'est cool. Alors NAS ça veut dire Network Attached Storage, ce qui peut se traduire par stockage attaché au réseau. Ça va être une machine autonome reliée à votre réseau internet qui va soit stocker les données ou faire tourner les applications dans le but de les rendre disponibles pour tous les ordinateurs de la maison. En gros c'est un PC mais sans écran, sans clavier, sans souris, avec plein de disques durs et branché au réseau. Ah ouais. Et ça sert à quoi du coup? Le but c'est d'avoir une grosse capacité de stockage avec tout un système de protection contre la perte de données et de pouvoir accéder à ces données facilement à distance et sans encombrer le disque dur de son ordinateur personnel. Mais aussi sur un NAS on va avoir la possibilité de mettre tout un tas d'applications comme créer son propre serveur Netflix avec Plex ou son propre OneDrive avec Nextcloud. On peut aussi héberger sa domotique, etc. etc. En fait sur un serveur NAS on va pas installer Windows ou macOS mais un système d'exploitation spécial NAS qui justement intègre toute la gestion de stockage et les différentes applications que l'on peut installer. Le champ des possibles est vraiment énorme. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bien, mais ça existe pas tout fait là, pourquoi tu t'embêtes à en faire un toi-même en fait? Si, mais c'est comme pour tout le reste en fait. On a déjà d'une un meilleur rapport performance-prix si on le fabrique soi-même. Les solutions toutes faites du commerce, elles ont des performances éclatées au sol pour des prix astronomiques. Et en plus de ça, ils sont vendus sans disque dur, donc ça veut dire dépenser des centaines d'euros en plus pour son stockage. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'est pas bridé par un système d'exploitation constructeur. Pour les NAS maison, on a pas mal de solutions gratuites et open source avec plein de fonctionnalités disponibles et des grosses communautés pour vous aider à les implémenter. Alors que sur les NAS du commerce, on reste coincé avec l'OS du fabricant qui est souvent peu évolutif et pas ouvert du tout. Un peu comme ta mère. Et pour finir, on a l'avantage d'avoir le contrôle sur notre serveur, on connaît les composants, on sait comment on les a assemblés. Pareil pour le système d'exploitation, on peut améliorer notre serveur dans le temps, ajouter des fonctionnalités et faire la maintenance nous-mêmes. On est les maîtres. Bref. Et pourquoi j'aurais besoin d'un serveur NAS, moi vous allez me dire? Bah moi mon besoin principal ça va être le stockage parce que toutes mes vidéos prennent une place folle, surtout depuis que je suis passé à la 4K. Aussi c'était important pour moi de centraliser toutes mes données de travail en un seul et même endroit pour justement les rendre disponibles à distance pour que je puisse changer de PC ou d'endroit et toujours pouvoir travailler en me connectant sur mon serveur. Et aussi pouvoir utiliser des mécanismes de protection des données parce que là si j'avais eu un disque dur qui était tombé en panne, j'aurais vraiment été très mal. Et bien sûr aussi toutes ces applications stylées comme le Netflix maison, la domotique, etc. etc. Je pense que ça sera du coup la porte ouverte à de beaux projets. Mais moi, vu que j'aime bien faire les choses de façon nulle, différente, au lieu de faire un joli serveur NAS dans un beau boîtier ergonomique et tout récent, j'ai décidé de créer un NAS sleeper. Donc pour ça j'utilise un ancien boîtier de PC, donc bien vieux, bien jaune, bien dégueu, et vous allez voir tout ça dans la présentation des composants. Allez c'est parti. Alors comme l'a très bien compris notre bon pote, un serveur NAS c'est tout simplement un ordinateur. On retrouve donc tous les composants d'un ordinateur classique, mais vu que c'est un NAS au top du top, et ben j'ai fait les choses bien. On commence par une carte graphique MSI B560M Pro VDH. Je l'ai choisie parce qu'elle permet de mettre des processeurs de 10 et 11e génération. Niveau connectique, elle est bien fournie parce qu'on a 2 ports M2 pour mettre des SSD et 6 ports SATA pour brancher des disques durs. Et aussi une carte réseau en 2,5 Gigabit Ethernet, histoire d'optimiser les transferts sur le réseau. Le cerveau du NAS, ça sera ce petit i3 10105F de chez Intel. Petit pour du PC gaming, mais vraiment très costaud pour un NAS, puisqu'en principe on va plutôt utiliser des processeurs comme des Pentium Gold pour ce genre d'application. Mais vu que moi à l'avenir j'aimerais faire tourner pas mal de choses sur mon NAS, je suis directement parti sur un i3. On va aussi avoir 16 Go de RAM Corsair Tuning Plus, parce qu'on sait tous que le RGB c'est ça qui augmente les performances au final. Niveau stockage, on va avoir un SSD de 256 Go pour le système d'exploitation, un peu overkill en taille,
mais en vrai c'est dur de trouver des SSD encore plus petits que ça. Un autre SSD de 500 Go pour la mémoire cache, et 4 disques durs de 4 Tera chacun, spécial NAS de chez Seagate. Alors pour les NAS, c'est important de prendre des disques durs spéciaux, parce qu'ils sont conçus pour un usage intensif, puisque les NAS sollicitent les disques durs en permanence. Du coup ça me fait 16 Tera d'espace de stockage en tout, et bah non, parce que je vais paramétrer mes disques en RAID Z ou en RAID 5. En gros c'est une technique où chaque disque vont stocker des images des autres disques, et si un des 4 disques tombe en panne, les 3 autres ils vont pouvoir récupérer les données pour recréer le disque perdu. En gros, je peux résister à une panne de disque, mais je perds l'équivalent d'un disque en termes de stockage, ce qui me fera 12 Tera au total. Mais 12 Tera c'est déjà très bien, et bien sûr je pourrais augmenter la capacité dans le futur si besoin. Pour alimenter et refroidir tout ce bousin, j'ai utilisé du matériel de chez Be Quiet. Je suis vraiment hyper heureux que Be Quiet ait accepté de m'en envoyer pour ce projet, parce que c'est vraiment du matos de très bonne qualité que j'utilise d'habitude moi-même quand je monte des PC. Vous vous en doutez sûrement, mais du coup ils sont réputés pour faire des systèmes de refroidissement et de ventilation silencieux. Soyez silencieux. Mais aussi des alimentations à haut rendement, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un truc silencieux et qui consomme le moins possible, c'est ce qu'on rêve de mieux pour notre NAS. En parlant de ça, on fera une mesure de la consommation plus tard du NAS à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour refroidir notre processeur, on va avoir un ventirad Darkrock Slim, donc carrément overkill pour un i3, et pourtant c'est la version Slim. Pour alimenter tous les composants, on aura l'alimentation Straight Power de 650 watts en 80+ Platinum. Alors qu'est-ce que le 80+? Donc c'est pas une appellation commerciale de chez Be Quiet, mais bien une certification officielle qui certifie qu'une alimentation a un certain rendement minimal. Vous pouvez aller voir ça, hein, ça va de bronze à titanium, et ici on a une Platinum qui a donc un rendement qui peut atteindre jusqu'à 94%. Et en plus de ça, c'est une alimentation 100% modulaire, donc ça veut dire qu'on a tous les câbles séparés du boîtier d'alim, donc ça se fait de plus en plus de nos jours. Ce qui nous permet de brancher uniquement les câbles qui vont servir dans notre setup, et vous allez voir à quel point c'est pratique dans la partie montage. Et pour ventiler tout ce bazar, j'ai deux ventilateurs Pure Wings 2 de 80 mm. Alors c'est une petite taille, mais c'est comme ça à l'origine dans le boîtier, vu que c'est des vieux boîtiers. Mais au moins ça nous permettra de voir si les 80 mm ils arrivent toujours à être silencieux. Et en parlant du boîtier, tel un V12 dans un multiplat, je vais faire mon NAS dans ça. Bonjour, et aujourd'hui on a cette magnifique tour dans son jus de chez PC Engineering, enfin j'imagine que c'est ça la marque. On retrouve bien sûr un magnifique lecteur CD avec prise casque rapporté, un très joli lecteur de disquettes, à l'intérieur une vraie machine de guerre propulsée par son Pentium 3, fuck le dual channel avec 3 barrettes de RAM de 128 mégas. Mais la guerre, mais elle l'a faite la guerre, regardez-moi ce bordel de câble IDE, son carton de rouleau de PQ, et un mot qui attendait là depuis des années entre ces deux RTX 3090. Difficile de comprendre le dialecte de cette civilisation disparue. Avant de mettre tous nos composants tout neufs là-dedans, c'est parti pour un gros coup de démontage nettoyage. Et bah franchement, après quelques coups de savon, le boîtier il rend carrément mieux. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Allez, c'est parti pour assembler ce NAS étape par étape. Mais avant ça, je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu, à vous abonner et à commenter sur la dernière vidéo. Vous avez flatté l'algorithme de YouTube, mais à balle. Non mais regardez-moi ça quoi, c'est oufissime. Du coup, pour faire connaître ce projet et tous les autres projets de la chaîne à de futurs bricoleurs et bricoleuses c'est cool, je vous demanderai de vous abonner, commenter, partager cette vidéo à vos potes. Merci énormément. Allez, c'est parti pour le setup. Bon alors pour me faciliter le taf, je commence à monter tout ce qu'il faut sur la carte mère directement à l'extérieur du boîtier. Donc je commence par installer les deux SSD en M2, celui de l'OS sous le radiateur d'origine de la carte mère et celui pour le cache sur le dernier port M2 disponible. C'est au tour des barrettes de RAM RGB Tuning Plus que j'installe, alors attention, sur la carte on a d'indiquer sur quel slot installer les barrettes en premier. Et c'est au tour du processeur maintenant, donc j'avais pas capté mais il y a un ventirad Intel qui était offert avec, et c'est marrant parce que maintenant ils mettent la pâte thermique en avance dessus. Moi ça me fait marrer. Allez, on passe à l'installation du ventirad. Donc dans la boîte, on retrouve le radiateur et le ventilateur qui sont juste énormes. Et aussi toutes les différentes fixations pour fixer le radiateur à la carte mère en fonction des différents types de sockets Intel ou AMD. Et toutes les étapes d'assemblage sont expliquées comme il faut dans la notice, donc ça c'est cool.
voilà, non mais regardez la différence de taille entre le Be Quiet et l'Intel d'origine quoi. Allez, je fixe la carte mère sur la plaque d'origine et je réinstalle tout ça dans le boîtier, sans oublier le petit cache pour les prises. Et ben, je suis agréablement surpris, ça tient nickel, tout rentre bien à sa place, les emplacements de vis sont exactement les mêmes, donc c'est plutôt cool. Allez, j'installe maintenant les deux ventilateurs, donc le premier au fond du boîtier, moyennant petit perçage pour agrandir les trous et faire passer les vis, et le deuxième à l'avant en clipsant en lieu et place du ventilateur d'origine. Hop, petit câblage des boutons et LED de façade, le on-off, le reset, les témoins de marche et d'utilisation des disques durs. On passe maintenant à l'installation de l'alimentation. Bah là pareil, j'ai été bien surpris parce que tous les vis tombaient en face des trous, j'ai juste dû retirer 2 rivets au-dessus du boîtier qui gênaient la lime, mais sinon vraiment nickel. Allez, il manque la dernière chose à installer, le stockage. Donc j'ai mes 4 disques durs format 3,5 pouces à caser quelque part dans mon boîtier. Au début j'ai voulu en caser 2 juste en dessous du lecteur de disquette. Mais finalement, j'ai préféré essayer de trouver une solution pour caser les 4 disques durs sous les lecteurs CD. Alors pour ça, j'ai eu plusieurs idées, et celle que j'ai choisie, c'est d'imprimer un support pour les 4 disques en 3D, insérer les 4 disques dedans, et venir insérer le tout en lieu et place des lecteurs 5,25 pouces. Et en fait, en remettant le lecteur CD, ça vient maintenir le tout en place, et ça passe nickel. Je suis très content de la solution, vu que du coup ça me permet de garder 2 places sous le lecteur de disquette et que j'ai 2 ports SATA de libre, ce qui veut dire que je pourrais rajouter encore 2 disques durs à l'avenir. Et voilà, tout est installé, il manque plus que le câblage. Hop, j'installe 4 petits câbles SATA coudés, les cordons d'alimentation de la carte mère, et regardez le bol que j'ai, Be Quiet, ils ont fait un câble d'alim avec pile 4 fiches d'alimentation pour disque dur. Et voilà, l'installation des composants est terminée, on a maintenant notre serveur NAS Sleeper, on va pouvoir l'allumer et installer notre système d'exploitation NAS dessus. Ah non, attendez, il reste un dernier détail, j'ai les stickers MSI pour la carte mère et Intel i3 pour le processeur. En principe, c'est le genre de truc que j'adore mettre à la fin du setup, genre je kiffe quoi. Mais là du coup je sais pas trop, parce que je me dis, si je les mets, bah d'un point de vue extérieur, c'est plus un sleeper vu qu'on a modifié l'aspect du boîtier. Mais en même temps, ça me ferait vraiment trop marrer de voir ce boîtier dégueulasse avec l'étiquette toute neuve du MSI et de l'i3 collée dessus quoi. Et vous savez quoi, je mets ça de côté, et vous me dites en commentaire si pour vous, vous me conseillez de les mettre ou pas. Allez, c'est le moment fatidique quand on fait un setup, est-ce que ça démarre ? Non mais regardez-moi ça quoi, quelle puissance, quel tuning. C'est vraiment trop des barres de voir ces barrettes de RAM RGB et cette énorme ventirade dans cette tour toute vieille. Et en vrai je suis méga content du résultat parce que franchement, c'est vrai que je critique cette tour mais il y a un charme, moi je trouve qu'il y a un charme. Et niveau bruit ça donne quoi alors ? Bah moi j'en sais rien mais Bricolage c'est cool du futur par contre il a fait des mesures normalement. Yo, c'est Bricolage c'est cool du futur qui vous parle, et oui dans le futur on s'habille tous en noir, maintenant c'est la règle. Du coup j'ai fait une petite expérience, j'ai pris un décibelmètre, donc du coup je me suis mis en fait à 20 cm du bord du NAS pour mesurer, et le décibelmètre arrive pas à mesurer quoi que ce soit, en fait il déclenche qu'à partir de 30 décibels. Et à titre de comparaison j'ai fait exactement la même chose sur mon PC fixe, et du coup le décibelmètre il mesure 36 décibels, alors que sur le NAS il était même pas capable de déclencher. Donc voilà, c'est quand même 6 décibels de différence, et 6 décibels de différence... Vous savez pas ce que c'est parce que vous êtes pas du futur, mais nous dans le futur tout le monde sait ce que c'est quoi. Allez, vu que tout fonctionne, plus qu'à installer le système d'exploitation et à faire vite fait les premiers réglages. Vite fait j'ai dit. Je pense que mon optimisme se mesure à la barre de progression de cette vidéo. Déjà d'une, en voulant faire les choses bien, j'avais pris un processeur sans chipset graphique. Pourquoi ? Bah pour économiser des sous, et aussi parce qu'on n'a pas besoin de chipset graphique sur un NAS vu qu'il n'est pas branché à un écran et qu'on y accède à distance. Sauf au début, quand on installe l'OS et qu'on fait les premiers réglages. Du coup pas le choix, j'ai dû prendre ma RTX 2080 Ti de mon PC et la mettre dans mon NAS, le rendant temporairement encore plus badass. Avant tout, je commence par aller dans le BIOS, histoire de voir si tout est bien reconnu et désactiver toutes les merdes inutiles pour un NAS. Aussi le SecureBot, comme préconisé par TrueNAS Core. TrueNAS Core étant le système d'exploitation que je vais installer. Je vous passe les détails, mais du coup je télécharge l'ISO de TrueNAS Core, je le mets sur une clé USB bootable, je boot dessus, j'installe TrueNAS Core sur le SSD de 256 Go. J'attends, l'installation se passe sans encombre, TrueNAS se lance et... interface web non reconnue. En gros, TrueNAS n'arrive pas à communiquer avec le port Ethernet de la carte mère. Un peu cocasse pour un truc connecté au réseau en permanence. Du coup, je me renseigne sur internet et il se trouve que ma carte MSI, elle possède un port Ethernet avec le chipset
Realtek 8125B, désolé je m'emporte, et que TrueNAS y galère à gérer ce chipset. Génial. Du coup je cherche des solutions et c'est la foire à la saucisse du tout et n'importe quoi. J'apprends que TrueNAS n'a pas les pilotes de ce chipset, qu'il faut installer manuellement, ou alors il a le pilote mais il faut l'activer, et pour ça il faut faire une réinstallation avec l'OS source de TrueNAS qui est FreeBSD, ou alors c'est mort, il faut changer de carte mère ou prendre une carte Ethernet additionnelle. Enfin bref, je me suis cru sur le forum de Caradisiac version NAS, et au bout d'un moment j'ai compris la solution, je vous explique. En gros, le pilote existe bien sur TrueNAS, mais pour une raison mystérieuse, il est désactivé. Pour l'activer, il faut aller sur l'invité de commande de TrueNAS, ouvrir un fichier conf avec l'éditeur Vim, rajouter 2 lignes de commande, sauvegarder et fermer. Sauf que les gars sur les forums, ils disent ça en mode démerde-toi, donc j'ai dû galérer à retrouver les bonnes commandes en FreeBSD, me bouffer des pages du manuel de l'éditeur Vim pour savoir les trucs qui paraissent hyper simples sur Word, comme insérer un caractère, des lignes, sauvegarder, quitter, et tout ça avec un clavier AZERTY qui était reconnu en QWERTY par TrueNAS. Du coup, j'avais une image d'un clavier QWERTY à côté pour essayer de deviner où étaient placés les caractères comme 2 points, tiret, la lettre M. Tiens d'ailleurs, vous saviez que pour faire un guillemet, c'est la touche Maj plus %? Et évidemment, à la moindre faute de frappe, je devais réeffacer toute la ligne et tout me retaper. Si jamais vous êtes dans cette situation, je vous mets en description des liens qui pourront vous sauver la vie et faire fonctionner votre NAS avec une carte Realtek 8125B. Bref, après 1 heure d'acharnement, j'ai réussi et mon dieu oui, le NAS a une adresse IP. Et voilà, je peux accéder à mon dashboard à distance, on voit que tout est là, on a les 16 Go de RAM, l'interface réseau reconnue, mais en 1 Gb internet seulement, le processeur tout baigne. J'ai hâte de pouvoir transférer mes fichiers et jouer avec tout ça. Du coup, je retire la carte graphique, je la remets dans mon PC et ça marche plus. Bordel de cul. Bon, j'ai mis 1 heure à trouver pourquoi, mais je vous le dis vite fait. Sur les cartes mères récentes, en fait, il y a une protection pour empêcher de booter la carte sans carte graphique. On a une petite LED VGA qui s'allume sur la carte. Heureusement, ça se désactive dans le BIOS en supprimant l'option VGA Detection. Et voilà, le serveur NAS est enfin opérationnel. Morale de l'histoire, vérifiez sur le site de votre OS NAS que votre matériel soit bien compatible, ou dirigez-vous plutôt vers des chipsets Ethernet Intel. Ça vous économisera de la sueur et des larmes, croyez-moi. Allez, avant de se quitter, on va faire quelques tests sur ce NAS, histoire de voir si c'est de la bonne ou pas. Alors niveau débit, on est sur du gigabit Ethernet, donc déjà d'une parce que cette histoire de pilote bride la carte à 1 gigabit Ethernet au lieu de 2,5, mais aussi parce que de toute façon ma 4G box et la carte Ethernet de mon PC sont limitées en 1 gigabit Ethernet. Ça tourne autour de 110 mégas par seconde, ce qui est très correct pour de l'échange de fichiers ou travailler à distance sur mes vidéos. Niveau processeur, le i3 fait 15 000 fois le job. Au repos, il est sollicité à 0%. Oui, 0%. Et au max que j'ai pu mesurer en plein transfert de fichiers, il est monté à 11%. Le ventirad fait énormément bien le taf avec une température du processeur qui tourne autour de 25 degrés au repos et qui monte jusqu'à 30 degrés en charge. En gros, c'est un poil au-dessus de la température de la pièce. C'est juste ouf. Allez, on passe maintenant à un truc hyper important pour un NAS, la consommation. Alors pour connaître la consommation, j'ai branché mon NAS à une prise connectée Tapo, la P110. Et je trouve ça super intéressant en fait d'avoir son serveur branché sur une prise connectée pour pas mal de raisons. On peut éteindre ou allumer son serveur à distance sans être chez soi. Et bien sûr, ce qui nous intéresse là, c'est qu'on a la mesure de la consommation. Donc on a la puissance consommée instantanée en watts et aussi la quantité d'énergie sur une journée ou sur un mois en kilowattheure. Du coup, j'ai pu faire quelques mesures. Alors, le NAS éteint juste branché sur la prise, il consomme 0,8 watts. Allumé mais au repos, il va consommer autour de 38 watts. Et en charge, sur un gros transfert de fichiers, il va être autour de 52 watts. C'est juste oufissime parce que c'est tellement dérisoire comme consommation, sachant que j'ai 2 SSD, 4 disques durs, 2 ventilos, 1 ventirad. Si on fait un rapide calcul de la consommation d'électricité sur un mois, on dit que notre NAS il consomme 40 watts sur un jour, ça fait 960 Wh. Sur un mois de 30 jours, ça fait 28 800 Wh, soit 28,8 kWh. En ce moment, et on touche du bois, l'électricité est à 17,40 centimes du kWh, ce qui fait un prix de 5 € et 1 centime par mois.
évidemment en supposant que le NAS tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous affiche aussi le petit recap du budget du projet avec tous les composants et le prix total. Et voilà, le serveur NAS Sleeper est officiellement installé et fonctionnel. J'espère que vous avez autant aimé ce projet que moi j'ai aimé à le faire. Ça m'a fait hyper plaisir de vous faire le premier bricolage informatique de la chaîne et je pense qu'il y en aura d'autres. N'oubliez pas de me flatter cet algorithme de YouTube de votre abonnement et de votre commentaire et aussi dites-moi si je mets les autocollants ou pas. On se dit à la prochaine et bricolez bien.